Je suis tombé sur un reçu dans la voiture de ma femme. Juste un morceau de papier froissé d'un motel obscur dont je n'avais jamais entendu parler. 2 consommations, un bourbon, un cosmopolitan. Elle m'avait dit qu'elle était à un dîner de clients ce soir-là. Elle ne boit pas de bourbon. C'est là que j'ai compris. Et ce que j'ai fait ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. Je m'appelle Jean Dubois. J'ai 42 ans et je dirige une entreprise de toiture ici à Lyon. Je l'ai fondée à partir de rien il y a 12 ans. Je l'ai transformée en quelque chose de solide. Des chantiers commerciaux, des projets résidentiels, le tout. Je suis le genre de personne qui croit au travail acharné, à la loyauté et à tenir parole. Mon père m'a appris ça. Il était couvreur aussi. Il a passé 30 ans sur des échelles avant que ses genoux ne le lâchent. Il disait toujours, la réputation d'un homme est tout ce qu'il a. J'ai rencontré Sophie il y a 14 ans lors d'un barbecue entre amis communs. Elle se tenait près du grill, riant de quelque chose, et je ne pouvais pas la quitter des yeux. Des cheveux bruns, des yeux vifs et cette énergie qui vous attirait. Elle travaillait alors dans l'événementiel, toujours en train d'organiser quelque chose, toujours en mouvement. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. La vie était belle. Nous avons acheté une maison dans un quartier tranquille. Rien de chic, mais la nôtre. Pas d'enfants, même si nous en parlions. Sophie voulait se concentrer sur sa carrière, et je n'ai pas insisté. Puis, il y a environ 3 mois, les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Elle a commencé à travailler tard, plus souvent. De nouveaux vêtements sont apparus dans sa garde-robe. Elle passait plus de temps sur son téléphone, le gardant toujours face cachée quand j'entrais dans la pièce. Je me suis dit que c'était le stress du travail. Son entreprise grandissait. Elle avait de plus gros clients maintenant. Je voulais la croire. C'était un samedi matin que tout a changé. Je nettoyais la voiture de Sophie dans l'allée. Elle traitait cette chose comme une unité de rangement mobile. Tasse à café, reçu, maquillage éparpillé partout. J'essayais juste d'aider, vous savez, d'être un bon mari. C'est là que je l'ai trouvée. Une facture froissée sous le siège passager. Le chalet du lac. C'était écrit en haut. 2 boissons, un bourbon, un cosmopolitan. Jeudi soir, 21h15. Je suis resté là, tenant ce morceau de papier, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Jeudi soir, Sophie m'avait dit qu'elle était à un dîner de clients au centre-ville, un grand événement d'entreprise qui durait tard. Elle m'a envoyé un message vers 20h30 pour me dire de ne pas l'attendre. Sophie ne buvait pas de bourbon. Jamais. J'ai plié la facture avec précaution et je l'ai glissée dans ma poche. Ma main était ferme, mais mon esprit s'emballait. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être avait-elle rencontré un client là-bas. Peut-être que ce n'était rien. Mais je savais mieux. Je savais exactement ce que c'était. Je n'ai pas confronté Sophie ce jour-là. J'ai mis la facture dans mon atelier, enfermée dans un tiroir où elle ne regarderait jamais. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai agi comme si rien n'avait changé. Elle était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, fredonnant quelque chose à la radio. Quand je suis entré, elle m'a souri. Ce même sourire pour lequel j'étais tombé il y a toutes ces années. « Comment va la voiture ?» demanda Sophie, sortant des assiettes du placard. « Propre maintenant, dis-je, gardant ma voix stable. Tu devrais vraiment arrêter de la traiter comme une poubelle. » Elle rit. « Je sais, je sais. » « Merci, mon chéri. » Elle m'embrassa la joue. Ça me sembla vide. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire attention. Vraiment faire attention. Le genre d'attention que j'aurais dû porter pendant des mois. Les jeudis soirs, c'est là que j'ai remarqué le schéma. Au cours des 2 derniers mois, presque tous les jeudis, Sophie avait une réunion tardive ou un dîner d'affaires ou une urgence professionnelle qui la retenait jusqu'à 22 ou 23 heures. Elle rentrait à la maison l'air fatigué, affirmant qu'elle était épuisée à force de fréquenter des clients. Mais maintenant, je le voyais différemment. La façon dont elle prenait une douche immédiatement en rentrant, la façon dont elle gardait son téléphone dans son sac à main au lieu de le laisser sur le comptoir comme avant. Le nouveau parfum qu'elle avait commencé à porter. J'ai vérifié nos relevés de cartes de crédit en ligne. Rien d'évident n'a sauté aux yeux au début. Sophie était intelligente. Mais ensuite, j'ai remarqué des frais dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler.
Des stations-service de l'autre côté de la ville, loin de son bureau. De petits achats dans des magasins qui n'avaient pas de sens. Ensuite, il y avait son apparence. Sophie avait toujours pris soin d'elle. Mais dernièrement, c'était différent. De nouvelles robes pendaient dans sa garde-robe. Elle avait commencé à se faire coiffer toutes les 3 semaines au lieu de tous les 2 mois. Ses ongles étaient toujours parfaits maintenant. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Peut-être voulait-elle juste être belle pour le travail. Peut-être essayait-elle d'impressionner de nouveaux clients. Mais je savais mieux. Mardi soir, j'étais dans le garage, travaillant sur un devis quand mon jeune frère Marc est passé. Il travaillait pour moi, dirigeant l'une de mes équipes de couvreurs. Un bon gars, fiable, mais il avait toujours eu un faible pour Sophie. « Salut, Jean » dit Marc, entrant avec un pack de 6. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'une bière. J'en ai pris une et je me suis appuyé contre mon établi. Marc a regardé autour de lui, puis est revenu vers moi. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Tu as l'air bizarre ces derniers temps. » J'ai failli lui dire, j'ai failli lui montrer la facture et lui demander ce qu'il en pensait. Mais quelque chose m'a arrêté. Juste le stress du travail, dis-je à la place. Un gros projet commercial en approche. Marc a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur moi comme s'il ne le croyait pas tout à fait. Sophie est là, a-t-il demandé. Elle travaille tard à nouveau, dis-je, observant sa réaction. Il a détourné le regard rapidement. Trop rapidement. Elle fait ça souvent ces derniers temps, n'est-ce pas, dit Marc, sa voix prudente. J'ai posé ma bière. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, mec, dit Marc, secouant la tête. Juste une observation. Mais la façon dont il l'a dit m'a serré l'estomac. Marc savait-il quelque chose? Avait-il vu quelque chose? Je n'ai pas insisté. Pas alors. Mais je l'ai rangé dans mon esprit avec tout le reste. Cette nuit-là, Sophie est rentrée à 22h30. Elle m'a embrassé pour me dire bonjour, m'a parlé de sa journée épuisante, puis est montée se doucher. Je me suis assis sur le canapé, écoutant l'eau couler, sachant exactement ce que je devais faire ensuite. J'avais besoin de preuves. De vraies preuves, pas seulement un reçu et une intuition. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai appelé Arthur Leclerc le lundi matin. Arthur était détective privé, un ancien flic qui avait passé 25 ans dans la police avant de prendre sa retraite et de devenir indépendant. Je l'avais rencontré il y a quelques années quand il faisait des vérifications d'antécédents pour certains de mes plus grands contrats commerciaux. Il était minutieux, discret et ne posait pas de questions auxquelles il n'avait pas besoin de réponse. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant en périphérie de la ville, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé et des serveuses qui étaient là depuis les années 80. Arthur était déjà assis dans un coin, sirotant un café noir, quand je suis arrivé. Jean, dit Arthur, hochant la tête alors que je m'installais en face de lui. Il avait 55 ans, bâti comme un bulldog avec des cheveux gris coupés courts, et des yeux qui ne manquaient pas grand-chose. Arthur, dis-je, merci de m'avoir rencontré. Vous aviez l'air sérieux au téléphone, dit Arthur, se penchant en arrière. Que se passe-t-il? J'ai sorti le reçu et l'ai posé sur la table entre nous. Arthur l'a ramassé, l'a étudié un instant, puis m'a regardé. Votre femme, demanda-t-il. Oui, dis-je. Jeudi soir, elle m'a dit qu'elle était à un dîner de clients au centre-ville. Le chalet du lac est à 40 minutes du centre-ville, nota Arthur. Vous voulez que je la suive, demanda Arthur. Je veux savoir la vérité, dis-je. Si elle me trompe, j'ai besoin de preuves. Photos, horodatage, tout. Arthur hocha lentement la tête. Ça ne va pas être bon marché, Jean. Et une fois que vous saurez, vous ne pourrez pas l'ignorer. Vous comprenez? J'ai dit, combien? 2000 € d'avance plus les frais, dit Arthur. Je la suivrai, je documenterai tout, je vous ferai un rapport complet. Je n'ai pas hésité. Faites-le. Arthur a sorti un petit carnet. J'aurai besoin d'informations. Son emploi du temps, la description du véhicule, les trajets habituels. Je lui ai tout donné. Les heures de travail de Sophie, la marque et le modèle de sa voiture, les soirs où elle restait généralement tard. Arthur a pris des notes, posé quelques questions de clarification, puis a rangé le carnet. Je commencerai jeudi, dit Arthur. Ça semble être son schéma. Oui, dis-je.
Arthur a fini son café et s'est levé. Jean, une dernière chose. Si elle vous trompe, qu'avez-vous l'intention de faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout ce qu'il faut pour me protéger. Arthur hocha la tête. Bien. Trop de gars pour qui je travaille s'effondrent quand ils ont la preuve. Ils pleurent. Ils supplient. Ils laissent leurs femmes les marcher dessus. Vous ne me semblez pas de ce genre. Je ne le suis pas, dis-je, et je le pensais. Le jeudi arriva. Je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai dirigé mes équipes, géré les devis, vérifié les chantiers, mais mon esprit était ailleurs. Je savais qu'Arthur était là, à regarder, à attendre. Sophie m'a envoyé un SMS à 18h30 ce soir-là. Grosse réunion client ce soir. Je vais être en retard. Ne m'attends pas. J'ai fixé le texte un long moment. Puis j'ai répondu, pas de problème. Bonne chance pour la réunion. Elle a renvoyé un emoji cœur. J'étais assis dans mon camion sur le parking d'un chantier, téléphone à la main, cet emoji cœur me brûlant le cerveau. Vers 21h30, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Arthur. Elle est au chalet du lac. Audi noir arrivé il y a 10 minutes. Homme, début de quarantaine, grand. Ils sont entrés ensemble. Chambre 118. Mes mains se sont crispées autour du téléphone. Un autre SMS est arrivé. Je prends des photos maintenant. Tout sera documenté. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis là, moteur éteint, regardant le pare-brise. Une partie de moi voulait y aller tout de suite, enfoncer la porte, les confronter tous les deux. Mais ce n'était pas le bon moment. Pas encore. J'avais besoin de tout documenter. J'avais besoin d'un avantage. À 23h15, Arthur a envoyé un autre SMS. La cible part maintenant. L'homme est parti il y a 20 minutes. Elle rentre chez elle. Rapport complet demain. Je suis rentré chez moi, je suis entré dans le garage et je suis entré. Je me suis servi un bourbon et je me suis assis dans le salon sombre en attendant. Sophie est entrée à 23h40. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux légèrement ébouriffés. Elle a souri quand elle m'a vu. « Salut mon chéri » dit Sophie. « Tu m'as attendu ?» Je n'ai pas pu dormir, dis-je, prenant une gorgée de bourbon. « Comment s'est passée la réunion ?» Épuisante, dit-elle, posant son sac à main sur le comptoir. Mais productive. Je pense que nous avons décroché le compte. C'est super, dis-je, ma voix égale. Elle s'est approchée et m'a embrassé le front. Je vais prendre une douche et m'écrouler. Longue journée. Je l'ai regardé monter. J'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer. J'ai entendu l'eau commencer à couler. J'ai fini mon bourbon d'une traite. Demain, je verrai les photos. Demain, je saurai tout. Et ensuite, je déciderai exactement comment la détruire. Vendredi matin, Arthur m'a appelé à 7h. J'étais déjà au bureau, en train de vérifier la paix, essayant de me tenir occupé. Jean, c'est Arthur, dit-il. J'ai tout. Où voulez-vous qu'on se voie, demandai-je. Même endroit qu'avant. Dans 1 heure. J'ai conduit jusqu'au restaurant, mes mains fermes sur le volant. Pas de tremblement, pas de panique, juste une concentration froide. Arthur m'attendait à la même table de coin, un dossier couleur crème posé sur la table devant lui. Je me suis glissé en face de lui, et il a poussé le dossier vers moi. Tout est dedans, dit Arthur tranquillement. Photo, horodatage, plaque d'immatriculation de l'autre véhicule. Tout ce que vous avez demandé. J'ai ouvert le dossier. La première photo m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Sophie debout devant la chambre 118 du chalet du lac, souriant à un homme que je n'avais jamais vu, grand, bien habillé, confiant. La photo suivante les montrait entrant ensemble dans la chambre, sa main sur le bas de son dos. J'ai feuilleté d'autres images. Les horodatages montraient qu'ils étaient restés à l'intérieur pendant 2 heures. Puis des photos de lui sortant en premier, ajustant sa cravate, puis Sophie 20 minutes plus tard, vérifiant son téléphone alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. J'ai vérifié les plaques, dit Arthur. La voiture appartient à Jacques Clément. Ça vous dit quelque chose? Le nom m'a frappé comme de l'eau glacée. Oui, dis-je lentement. C'est mon associé. L'expression d'Arthur n'a pas changé,
mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Votre associé? Nous avons fondé l'entreprise de toiture ensemble il y a 5 ans, dis-je, ma voix plate. Partage 50-50e. Il gère les contrats commerciaux. Je gère le résidentiel et les opérations. Jésus, marmonna Arthur. J'ai fermé le dossier, la mâchoire serrée. Jacques. De toutes les personnes, Jacques. Le gars à qui je faisais confiance avec la moitié de mon entreprise. Le gars que j'avais invité chez moi pour des barbecues. Le gars qui s'était assis à ma table et m'avait serré la main. Il y a plus, dit Arthur. J'ai fait quelques recherches sur son passé. Jacques Clément est marié. Sa femme s'appelle Nicole. Ils ont 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans. Je l'ai regardé. Il est marié? Oui, dit Arthur. Il habite à environ 50 km au nord d'ici. Belle maison, clôture blanche, le tout. Donc Jacques détruisait 2 familles, pas seulement la mienne. J'ai besoin de copies de tout, dis-je, numérique et physique. Arthur hocha la tête. C'est déjà fait. La clé USB est dans le dossier et je vous ai envoyé les fichiers cryptés à l'adresse que vous m'avez donnée. J'ai sorti mon chéquier et lui ai fait un chèque pour le montant total plus 1000 € supplémentaires. C'est plus que ce que nous avions convenu, dit Arthur. Vous avez fait du bon travail, dis-je, me levant. Je l'apprécie. Arthur se leva aussi, tendant la main. Jean, quoi que vous ayez l'intention de faire, soyez malin. Ne faites rien qui vous enverra en prison. Je lui ai serré la main. Je ne le ferai pas. Mais je vais m'assurer qu'ils regretteront tous les deux cela pour le reste de leur vie. Je suis sorti de ce restaurant avec un dossier sous le bras, je suis monté dans mon camion et je suis resté là un long moment. Jacques Clément, mon associé, l'homme qui m'avait aidé à bâtir tout ce que j'avais. Il couchait avec ma femme. Et maintenant, j'allais tout leur prendre à tous les deux. Je ne suis pas allé au bureau ce jour-là. J'ai conduit jusqu'à un parc tranquille, me suis assis à une table de pique-nique et j'ai étalé tout ce qu'Arthur m'avait donné. Photos, horodatage, dossier de véhicule. J'ai étudié chaque détail, tout mémorisant. Jacques Clément, 44 ans, marié avec 2 enfants, mon associé depuis 5 ans. La trahison allait plus loin que Sophie. Jacques avait accès aux comptes de notre entreprise, à nos listes de clients, à nos contrats. S'il me trahissait comme ça, qu'avait-il fait d'autre dans mon dos? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma comptable, une femme nommée Éléonore qui s'occupait de nos comptes depuis que nous avions créé l'entreprise. Éléonore, c'est Jean Dubois, dis-je quand elle a décroché. Jean, salut, dit Éléonore, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous examiniez chaque transaction dans les comptes de l'entreprise des 6 derniers mois, dis-je. Chaque retrait, chaque virement, tout ce à quoi Jacques avait accès. J'ai besoin d'un audit complet. Il y eut une pause. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas encore, dis-je. C'est ce que j'essaie de savoir. Pouvez-vous avoir ça prêt d'ici lundi? Je ferai de mon mieux, dit Éléonore. Dois-je en informer Jacques? Non, dis-je fermement. Ne dites rien à Jacques. Cela reste entre vous et moi. Compris? Compris, dit Éléonore. J'ai raccroché et j'ai fait mon appel suivant. Robert Martin, un avocat spécialisé dans le divorce dont j'avais entendu parler par un ami entrepreneur qui avait traversé une séparation difficile. Robert avait la réputation d'être agressif et minutieux. Bureau de Robert Martin, a répondu une réceptionniste. J'ai besoin de prendre rendez-vous pour une consultation avec Monsieur Martin, dis-je. C'est urgent. Puis-je avoir votre nom? Jean Dubois. Et de quoi s'agit-il? Divorce, dis-je, et j'ai besoin que ce soit traité rapidement. Elle m'a mis en attente un instant, puis est revenue. Monsieur Martin peut vous voir lundi matin à 9 h. Cela vous convient-il? Parfait, dis-je. J'ai raccroché et je me suis penché en arrière, regardant les photos étalées devant moi. Sophie pensait être maligne. Jacques pensait s'en tirer. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je n'allais pas crier, pleurer ou supplier pour des explications. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. J'allais démanteler leur vie pièce par pièce, systématiquement et sans pitié. En commençant par l'entreprise, puis la maison, puis l'argent. Et quand j'aurais fini, il n'aurait plus rien. J'ai ramassé les photos, je les ai remises dans le dossier et je suis rentré chez moi.
Sophie était dans la cuisine quand je suis entré, préparant le dîner comme si c'était juste un autre vendredi soir. « Salut mon chéri » dit-elle joyeusement. « Comment s'est passée ta journée ?»« Productive » dis-je, posant mes clés. « Très productive. » Elle m'a souri, complètement inconsciente. « Parfait. » Lundi matin, j'ai rencontré Robert Martin à son bureau au centre-ville. C'était un endroit élégant, tout en verre et bois sombre, le genre de bureau qui vous disait que le gars savait ce qu'il faisait. Robert avait 47 ans, élégamment vêtu avec une sorte de présence qui remplissait la pièce. Il m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise en cuir en face de son bureau. « Monsieur Dubois » dit Robert, me serrant la main. « Dites-moi à quoi nous avons affaire. » J'ai tout exposé. Le reçu, les photos de surveillance, le fait que Jacques soit mon associé, tout le désordre. Robert a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise. « Avez-vous un contrat de mariage ?»« Oui, dis-je. Nous en avons signé un avant de nous marier. La maison était à moi avant le mariage. L'entreprise était à moi avant le mariage. Tout est protégé. » Robert sourit légèrement. Cela facilite les choses. Avec l'infidélité documentée et un contrat de mariage en place, nous pouvons agir rapidement. Elle obtiendra des biens minimaux, peut-être juste ses effets personnels et tout ce qu'elle a apporté au mariage. Et l'entreprise, demandai-je. Puisqu'elle a été établie avant le mariage et qu'il y a un contrat de mariage, elle n'y a aucun droit, dit Robert. Cependant, nous devons aborder le cas de Jacques Clément. C'est votre associé. Partage 50-50e, dis-je. Nous avons créé la SARL ensemble il y a 5 ans. Robert tapota son stylo sur le bureau. Cela complique les choses, mais c'est gérable. Nous devrons examiner votre accord de partenariat. S'il y a une clause de moralité ou toute clause concernant une conduite préjudiciable à l'entreprise, nous pouvons l'utiliser. Je veux qu'il parte, dis-je. Complètement. Nous y travaillerons, dit Robert. Maintenant, parlons du calendrier. Je recommande que nous déposions la demande immédiatement. Nous allons geler les comptes conjoints, sécuriser les actifs et lui signifier les documents avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Dans combien de temps pouvons-nous agir, demandai-je. Les documents peuvent être déposés d'ici mercredi, dit Robert. Elle sera signifiée au plus tard vendredi. J'ai hoché la tête. Faites-le. Alors que je quittais le bureau de Robert, mon téléphone sonna. C'était Émilie, la sœur cadette de Sophie. C'était inhabituel. Émilie et moi nous entendions bien, mais elle me téléphonait rarement directement. Jean, dit Émilie quand j'ai décroché, sa voix semblait tendue. Nous devons parler. Peux-tu me retrouver quelque part? Quand, demandai-je. Maintenant, dit-elle. C'est important. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près de son appartement. Émilie avait 34 ans, ressemblait beaucoup à Sophie, mais avec des cheveux plus foncés et un comportement plus calme. Elle était assise sur un banc quand je suis arrivé, l'air nerveuse. Que se passe-t-il, Émilie, demandai-je, m'asseyant à côté d'elle. Elle prit une profonde inspiration. Je sais pour Sophie. Mon estomac se serra. Savoir quoi? L'aventure, dit Émilie doucement. Je le sais depuis environ un mois. Je l'ai vu au restaurant avec lui. Je l'ai confrontée et elle l'a admis. Elle m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Je la regardais. Et vous avez tenu cette promesse? Je sais, dit Émilie, ses yeux pleins de larmes. Je sais. J'aurais dû vous le dire immédiatement. J'en ai été malade, Jean. Je n'arrivais pas à dormir. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. Je ne peux plus continuer à mentir pour elle. Je pris une lente inspiration, traitant cela. Qui d'autre est au courant? Seulement moi, pour autant que je sache, dit Émilie. Mais Jean, il y a plus. Sophie a parlé à un avocat. Elle prépare quelque chose. Ma mâchoire se serra. Quel genre de quelque chose? Je ne connais pas les détails, dit Émilie. Mais je l'ai entendu au téléphone la semaine dernière. Elle parlait d'actifs, de se protéger. Je pense qu'elle sait que vous pourriez le découvrir et elle se prépare. Donc, Sophie préparait son propre coup. Cela changeait les choses. Il y a autre chose, dit Émilie, hésitant. Sophie m'a dit qu'elle était enceinte.
Le monde sembla s'arrêter un instant. Enceinte, répétai-je. Elle a dit qu'elle venait de le découvrir il y a 2 semaines, dit Émilie. Mais Jean, je ne sais pas si c'est le vôtre. Compte tenu de tout ce qui se passe, j'ai pensé que vous deviez le savoir. Je suis resté là, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Enceinte. Soit c'était le mien, soit c'était celui de Jacques. Et étant donné le calendrier, je n'avais aucun moyen de le savoir avec certitude. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. Émilie tendit la main et me serra la main. Je suis désolé, Jean. Je suis tellement désolé pour tout ça. Sophie est ma sœur, mais ce qu'elle fait est mal. Vous méritez mieux. J'ai roulé directement jusqu'au bureau de Robert. Sa secrétaire a essayé de m'arrêter, mais je suis passé devant elle et suis entré dans son bureau. Robert a levé les yeux de son bureau, surpris. Robert, dis-je. Elle est enceinte. Et elle parle déjà à un avocat. L'expression de Robert s'est durcie. Asseyez-vous. Dites-moi tout. Éléonore, ma comptable, m'a appelé mardi après-midi. J'étais sur un chantier, inspectant l'installation d'une toiture commerciale lorsque mon téléphone a vibré. Jean, nous devons parler, dit Éléonore, la voix tendue. J'ai trouvé quelque chose. J'arrive, dis-je. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans son bureau, la regardant afficher des feuilles de calcul sur son ordinateur. J'ai examiné chaque transaction comme vous l'avez demandé, dit Éléonore. Et j'ai trouvé des anomalies. De l'argent a été transféré du compte de l'entreprise vers un compte séparé que je ne connaissais pas. Combien, demandai-je. Au cours des 6 derniers mois. Environ 150 000 €, dit Éléonore. Mes mains se sont serrées en poing. Jacques. Les virements ont été autorisés par lui, dit Éléonore. Le compte est sous un nom de SARL que je n'ai jamais vu auparavant, Service de Conseil Clément. Donc Jacques me volait notre entreprise, tout en couchant avec ma femme. Pouvons-nous le prouver, demandai-je. Absolument, dit Éléonore. J'ai documenté chaque transaction. C'est un détournement de fonds, Jean. Vous pourriez porter plainte. Je me suis assis en arrière, l'esprit en pleine effervescence. Jacques ne m'avait pas seulement trahi personnellement. Il volait l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Envoyez tout à Robert Martin, dis-je. Mon avocat. Il doit voir ça immédiatement. C'est déjà fait, dit Éléonore. Je l'ai envoyé il y a plus d'1 heure. J'ai appelé Robert depuis mon camion. Je viens de voir le rapport d'Éléonore, dit Robert quand il a décroché. Cela change tout. Jacques Clément n'est pas seulement le partenaire de votre femme. Il a commis un crime. Quelles sont mes options, demandai-je. Nous pouvons porter plainte pour détournement de fonds, dit Robert. Ou nous pouvons utiliser cela comme levier pour le forcer à quitter complètement l'entreprise, à céder sa moitié, à partir sans rien, ou à faire face à des poursuites. Je veux qu'il parte, dis-je. Et je veux récupérer mon argent. Considérez que c'est fait, dit Robert. Je ferai rédiger les documents demain. Mais Jean, nous devons agir vite. Si Jacques se doute de quelque chose, il pourrait essayer de déplacer plus d'argent ou de détruire des preuves. Ce soir-là, Sophie rentra à l'heure habituelle. Elle agissait normalement, joyeuse même. Elle m'embrassa pour me dire bonjour et commença à parler de sa journée comme si de rien n'était. Comment s'est passé le travail, demanda Sophie, se servant un verre de vin. Occupée, dis-je, la regardant attentivement. Et toi? Épuisante, dit-elle. Mais bien. Nous avons décroché un gros client aujourd'hui. Elle mentait si facilement, comme si c'était une seconde nature. Sophie, dis-je lentement. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Elle me regarda, son expression curieuse. Comme quoi? Je ne sais pas, dis-je. Quelque chose d'important? Elle rit. Jean, tu es bizarre. Tu vas bien? J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. J'ai failli tout déballer. Les photos, la surveillance, Jacques, l'argent. Mais je me suis retenu. Je vais bien, dis-je. Juste fatigué. Elle s'approcha et passa ses bras autour de moi. Tu travailles trop dur, mon chéri. Tu as besoin de te détendre davantage. Je suis resté là, ses bras autour de moi, ne ressentant absolument rien. Oui, dis-je. Peut-être que tu as raison.
Elle recula et me sourit. Je vais prendre un bain. Longue journée. Pendant qu'elle montait, j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé une des photos qu'Arthur avait prises. Sophie et Jacques entrant ensemble dans cette chambre de motel. Mercredi, les papiers du divorce seraient déposés. Vendredi, elle serait signifiée. Et ensuite, tout son monde s'effondrerait. Le jeudi soir arriva. Je connaissais maintenant le modus operandi de Sophie. Chaque jeudi, comme une horloge. Arthur l'avait confirmé une dernière fois plus tôt cette semaine. Chambre 118 au chalet du lac. 19h45 à chaque fois. J'avais les papiers du divorce dans mon camion, signés et prêts. Robert les avait déposés mercredi matin. Tout était enclenché. Compte conjoint gelé, protection commerciale en place, accusation criminelle préparée contre Jacques. À 19h15, Sophie est descendue portant une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Elle a attrapé son sac et m'a embrassé la joue. Dîner d'affaires, dit Sophie. Je serai peut-être en retard. Conduis prudemment, dis-je, sans lever les yeux de mon téléphone. Elle est partie. J'ai attendu 10 minutes, puis je suis monté dans mon camion et je me suis dirigé vers le chalet du lac. Je me suis garé à 3 places de la voiture de Sophie. L'Audi noir de Jacques était déjà là. Je suis resté dans mon camion, regardant la porte de la chambre 118, attendant. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais plus en colère. J'étais juste prêt à en finir. À 21h30, je suis sorti de mon camion, j'ai traversé le parking et j'ai frappé à la porte de la chambre 118. Service d'étage, dis-je. La porte s'ouvrit. Jacques se tenait là, chemise déboutonnée, l'air confus. Puis il me vit, son visage devint blanc. Jean, dit Jacques, la voix brisée. Qu'est-ce que tu... Je le dépassai et entrai dans la chambre. Sophie était assise sur le lit, enveloppée dans un drap, les yeux écarquillés sous le choc. Mon amour, balbutia Sophie, utilisant mon deuxième prénom comme elle le faisait toujours quand elle avait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sortis les papiers du divorce de ma veste et les jetai sur le lit à côté d'elle. Vous avez été signifié, dis-je, ma voix calme et ferme. Lisez-les. Sophie saisit les papiers d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent les pages, et je la regardai prendre conscience de la réalité. Divorce, motif d'adultère, contrat de mariage appliqué, aucun droit sur la maison, aucun droit sur l'entreprise. Jean, non, dit Sophie, la voix brisée. S'il te plaît, nous pouvons en parler. Il n'y a rien à dire, dis-je. Je me tournai vers Jacques, qui se tenait toujours près de la porte, l'air sur le point de vomir. Toi aussi, Jacques, c'est fini. Des accusations pénales pour détournement de fonds seront déposées demain. 150 000 € volés à notre entreprise. Soit tu cèdes ta moitié de l'entreprise et tu restitues chaque centime, soit tu iras en prison. C'est ton choix. Le visage de Jacques se vida de toutes couleurs. Je peux expliquer. Garde tes explications, dis-je. Ta femme Nicole recevra des copies de ces photos demain, soit dit en passant. Je suis sûr qu'elle sera intéressée de savoir où tu as passé tes jeudis soirs. Tu ne peux pas faire ça, dit Jacques, la voix désespérée. Je l'ai déjà fait, dis-je. Je regardai de nouveau Sophie. Tout est gelé. Compte bancaire, carte de crédit, tout. La maison est en vente. Ta voiture a été saisie cet après-midi pendant que tu étais au travail. Au moment où tu quitteras ce motel, tu n'auras plus rien. Sophie commença à pleurer. Jean, s'il te plaît. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Je la regardai froidement. Peut-être. Ou peut-être que c'est le sien. Dans tous les cas, tu aurais dû y penser avant de détruire notre mariage. Nous ferons un test de paternité après la naissance du bébé. Si c'est le mien, je soutiendrai l'enfant, mais toi et moi, c'est fini. Elle tenta de m'atteindre. Mais je reculai. Ne fais rien, dis-je. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Je sortis de cette chambre, les laissant tous les deux assis dans l'épave qu'ils avaient créée. Alors que je traversais le parking, je vis la voiture de Sophie là où elle l'avait garée. Je sortis mon téléphone et envoyai un SMS à la société de remorquage que j'avais arrangée plus tôt. Dans les 20 minutes, sa voiture serait partie. Elle sortirait de ce motel pour ne rien trouver. Puis elle rentrerait chez elle pour trouver les serrures changées,
la maison vide, et toute sa vie démantelée. Je montai dans mon camion et partis sans regarder en arrière. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon bureau quand Robert m'appela. C'est fait, dit Robert. Jacques a tout signé. Il vous a transféré sa moitié de l'entreprise, a restitué les 150 000 € et a accepté de rester loin de vous et de l'entreprise de façon permanente. Aucune accusation criminelle n'a été déposée. Bien, dis-je. L'avocat de Sophie a essayé de contester le contrat de mariage, continua Robert, mais il est inattaquable. Elle ne recevra que ses effets personnels et rien d'autre. Le divorce sera définitif dans 60 jours. Et la grossesse, demandai-je. Elle a accepté un test de paternité après la naissance, dit Robert. Si l'enfant est le vôtre, vous aurez la pleine garde et elle aura un droit de visite supervisé. Si ce n'est pas le vôtre, vous n'aurez aucune obligation. J'ai raccroché et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Mon frère Marc frappa à l'encadrement de ma porte. « Salut Jean, tu as une minute ?» « Bien sûr, dis-je. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Marc s'assit en face de moi, l'air mal à l'aise. « J'ai quelque chose à te dire à propos de Sophie. » Je savais déjà ce qu'il allait dire. Je l'avais vu dans ses yeux depuis des mois. « Tu étais intéressé par elle, dis-je. » Marc baissa les yeux. « Oui. Je suis désolé, mon pote. Je n'ai jamais agi. Je ne lui ai jamais rien dit. Mais j'aurais dû te dire que j'avais des sentiments. J'aurais dû garder mes distances. Tu aurais dû, dis-je. Mais tu ne m'as pas trahi, Marc. C'est elle qui l'a fait. Jacques l'a fait. Tu as gardé tes distances, et c'est ce qui compte. Marc hocha la tête, le soulagement traversant son visage. Alors, on est bon ? On est bon, dis-je. Mais si jamais tu développes à nouveau des sentiments pour quelqu'un avec qui je suis, tu me le dis. Compris ? Compris, dit Marc. 1 mois plus tard, la mère de Sophie, Suzanne, se présenta à mon bureau sans rendez-vous. J'étais en train de revoir des contrats quand ma secrétaire m'appela. « Monsieur Dubois, il y a une madame Suzanne Marchand qui souhaite vous voir, dit-elle. Elle n'a pas de rendez-vous. » Je soupirai. « Faites-la entrer. » Suzanne entra dans mon bureau, le visage rouge de colère. Elle avait 63 ans, grande et imposante, avec les mêmes traits que Sophie, mais endurcie par les années. « Comment avez-vous pu faire ça à ma fille ?» demanda Suzanne, sans même s'asseoir. « La jeter dehors, tout lui prendre, l'humilier publiquement. Quel genre d'homme êtes-vous » Je me levai lentement, la regardant droit dans les yeux. « Le genre d'homme qui ne tolère pas la trahison, dis-je, ma voix calme mais ferme. Votre fille m'a trompé pendant des mois. Elle a volé ma confiance, m'a menti en face et a détruit notre mariage. Je ne lui ai pas fait ça. Elle s'est fait ça à elle-même. Elle a fait une erreur, dit Suzanne. Tout le monde fait des erreurs. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait, dis-je. Ce que Sophie a fait était calculé, délibéré et continu. Elle a planifié chaque mensonge, chaque rendez-vous secret. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Suzanne ouvrit la bouche pour discuter, mais je continuai. Et avant de me blâmer d'être un mauvais mari, dis-je, posez-vous cette question. Ai-je jamais trompé ? Ai-je jamais menti ? Ai-je jamais volé quoi que ce soit à ma femme ? Non. J'ai travaillé dur. J'ai subvenu à nos besoins, et j'ai été fidèle. Donc, si vous voulez être en colère contre quelqu'un, soyez en colère contre votre fille d'avoir gâché une bonne chose. Suzanne me regarda, sa bouche s'agitant, mais aucun mot n'en sortait. Maintenant, sortez de mon bureau, dis-je. Et ne revenez pas. Elle partit sans un mot de plus. 4 mois plus tard, le divorce fut prononcé. Le test de paternité revint. Le bébé était celui de Jacques, pas le mien. Sophie vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, travaillant un emploi qui payait la moitié de ce qu'elle gagnait auparavant. La femme de Jacques avait également divorcé de lui, emmenant les enfants et la plupart de ses biens. Il était parti vivre dans un autre pays. Quant à moi, j'ai acheté une nouvelle maison, plus petite que l'ancienne, mais elle était à moi. L'entreprise prospérait sans l'ingérence de Jacques. J'ai promu l'un de mes chefs d'équipe senior au rang d'associé, quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance. Émilie est passée un après-midi pour prendre de mes nouvelles. Nous étions restés en contact après que tout se soit effondré. « Comment vas-tu » demanda Émilie. « Mieux, dis-je.
Honnêtement. Ça a fait mal, mais je m'en suis remis maintenant. Pour ce que ça vaut, dit Émilie. Tu as géré ça mieux que la plupart des hommes. Tu ne t'es pas effondré. Tu es resté fort. Je devais le faire, dis-je. M'effondrer n'aurait rien changé. Cela m'aurait juste rendu plus faible. La vie continuait. J'ai appris à faire confiance à nouveau, lentement. J'ai appris que tout le monde ne me trahirait pas comme Sophie et Jacques l'avaient fait. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de s'éloigner de quelqu'un qui ne vous mérite pas.